premier Afterwork que l'UMM a le plaisir de mettre en place en collaboration avec certains prestataires. On a mis en place cet Afterwork dans le cadre de notre GDI développement, porté par M. Charles Palanca, qui pour l'instant devrait arriver. Donc voilà, on inaugure ce nouvel événement qui, j'espère, va évoluer. Christian Billot aussi, il a dit. Ouais. Événement qui, j'espère, va évoluer. En tout cas, voilà, c'est un peu la démarche de l'UMM d'essayer de faire en sorte d'apporter de l'information, des possibilités de solutions à nos adhérents sur des domaines divers et variés, mais orientés l'industrie du futur, réalité virtuelle, le numérique, le digital et autres solutions possibles. Il ne faut pas avoir peur du terme réalité virtuelle, c'est un terme générique, on va vous expliquer, Kevin va vous dire ce qui se cache derrière ce mot, qui n'est pas du tout effrayant et que tout le monde peut utiliser vraiment pour générer du business. Donc nous on est basé à la Sophie Antipolis, on est 13 au siège et ensuite on a à peu près 25 franchisés, on a des nouveaux entrants là qui arrivent. Donc en France, Suisse, Caraïbes et Réunion. On a eu une demande pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, donc on est plutôt excités. Et après, donc, on a toute une équipe autour de nous qui nous encadre et qui nous aide. Et on est spécialisé dans tout ce qui est création de contenu donc, immersif et interactif à 360 degrés. Voilà, ça c'est bien compliqué. En fait, grosso modo, ça englobe tout ce qui est nouvelles technologies de communication, réalité virtuelle, visite virtuelle, vidéo 360, voilà, qui sont des outils qui peuvent être déclinés pour différents usages, que ce soit des outils d'aide à la vente, de la formation, donc on appelle ça e-learning, ou de la communication interne, externe, du marketing, etc. Donc l'idée en fait c'est de proposer aux entreprises un nouvel outil qui va vraiment être différenciant et permettre aux industries, en l'occurrence ce soir, de se différencier, de sortir du lot et de proposer quelque chose que les concurrents n'ont pas forcément. L'idée c'est aussi voilà, de faire ça sur la Côte d'Azur pour montrer à d'autres territoires comme Paris qu'il se passe des choses ici et qu'on peut être force de proposition. Puis je pense que c'est là aussi qu'on remercie l'UMM en se disant que c'est un partenariat gagnant-gagnant où nous on vient apporter en fait notre savoir-faire et l'idée de ce soir c'est pas de vous noyer avec des stats et des machins et des bidules et du commercial, mais plutôt de vous donner des outils que vous pourrez réutiliser vous à l'avenir. Alors il y aura des choses qui seront axées sur vraiment nos produits à nous, mais de manière générale c'est de comprendre pourquoi, comment, ce qui se fait aussi ailleurs et de pouvoir l'appréhender avec un peu plus de facilité plutôt que de vous dire oula il y a des termes, c'est compliqué, c'est ça qui se fait, mais moi je suis pas de la bonne génération. Et là je vais rebondir là-dessus parce qu'on est deux associés dans la structure, je suis associé avec mon père qui est d'une autre génération aussi. Et malgré qu'on soit dans la technologie et que mon père n'ait jamais été dans la technologie, ça permet aussi d'avoir un discours qui a deux facettes. Un discours beaucoup plus jeune avec mon discours à moi où je vais vraiment dans le côté Metrics, Google, etc. Et mon père qui lui est plus sur du pragmatique, à quoi ça vous sert et comment vous devez l'appréhender. Donc on essaie vraiment d'avoir ce mix discours qui va vous permettre vraiment de comprendre les choses et de pouvoir voir à quoi peut servir cette technologie et ces usines, ces industries 4.0. Donc en fait l'idée c'est que ce soir j'ai pas voulu mettre un PowerPoint derrière avec tout ce que je vais dire parce que sinon vous allez copier bêtement tout ce qui est marqué et ça sert absolument à rien. Je me dis plutôt qu'Elise va tous vous faire un petit email en vous renvoyant la présentation pour ceux qui la veulent, ça sera beaucoup plus simple. J'aimerais que ce soit une presse assez interactive parce qu'on n'est pas très nombreux et c'est aussi le but et c'est de répondre un maximum à vos questions. Comme on l'a dit, l'idée c'est que vous repartiez d'ici avec de la valeur ajoutée et des connaissances. Et que nous, Elise, derrière, va vous montrer directement certaines visites virtuelles, certains aspects de la VR, certains usages. Comme ça, vous pourrez voir en temps réel ce que je dis de manière très pragmatique. Ça vous convient ? J'aimerais commencer par un point assez primordial. On entend beaucoup en ce moment VR, IA, AR. C'est des termes assez barbares et on ne sait pas forcément ce que c'est et on a 12 000 définitions sur internet. On ne sait pas ni pourquoi, ni comment, ni quelle est la différence entre chaque aspect. Et c'est juste de vous faire une définition courte sans reprendre une définition parce que moi alors c'est simple, hein, j'ai un PowerPoint où il n'y a rien dessus. Il y a juste les thématiques et c'est de vous donner la définition la plus claire qui peut varier en fonction du moment où je la donne mais ça va vous vraiment répondre à la question.
Qu'est-ce que la VR? Déjà, la VR, il y a deux aspects. Donc, c'est réalité virtuelle, VR ou RV, en fonction de si on dit virtual reality en anglais ou réalité virtuelle en français. Donc, la VR, c'est quoi? C'est la diffusion d'un contenu à 360 degrés dans un mode de diffusion VR, donc un casque, comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Et si vous ne l'avez pas vu ou pas essayé, on en a volontairement ramené pour vous faire vivre quelques expériences en VR et que vous compreniez à quoi ça va servir et comment ça se matérialise réellement. Donc, c'est la diffusion d'un contenu 360 dans un masque qui vous permet de voir à 360 degrés un contenu. Ça, c'est de la VR légère. Et après, il y a de la VR plus lourde où on va être sur des aspects de 3D et sur de l'inexistant. La VR, de manière générale, c'est un shoot à 360 de cette salle que vous pourrez visualiser dans un casque. Et la VR plus lourde, ce serait de reconstituer un espace ou un élément à base de 3D avec des éléments non existants que vous avez dans un casque. Ça, c'est la VR. Après, vous avez l'AR, Augmented Reality, la réalité augmentée, qui là est, par exemple, vous l'avez peut-être vu si vous avez des enfants, Pokémon Go, c'est le meilleur exemple, c'est sortir un téléphone et à base du téléphone dans l'appareil photo, vous allez avoir un élément, vous allez voir l'appareil photo, ce que voit mon téléphone, et vous allez avoir un élément en superposition de ça qui n'existe pas, qui vient se rajouter par-dessus ça. Vous l'avez peut-être vu avec Snapchat, quand vous rajoutez un filtre avec un bonhomme qui danse sur votre épaule ou ce genre de choses, c'est rajouter un élément non existant sur une vue réelle, en temps réel. Donc ça, c'est l'AR. Donc il y a de vrais aspects aussi de l'AR par rapport à l'industrie et notamment à la formation qu'on verra un peu après sur de grands comptes. Et vous avez l'IA. L'IA, c'est le mot-clé du moment, ça a même supplanté aujourd'hui la VR. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle que vous utilisez peut-être même déjà dans vos procédés, mais l'intelligence artificielle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le traitement de la data. Alors vous avez peut-être entendu, et je ne vais pas dériver trop sur ce sujet parce que c'est chiant, surtout après une journée de travail, mais la RGPD et toutes ces lois de data collectée, les réseaux sociaux, etc., de votre côté privatif, c'est un peu ça. L'IA, c'est le fait de collecter des données et d'automatiser un process avec ces données collectées. Le fait que quand vous allez revoir 2 fois le même billet d'avion, il est augmenté au niveau du prix, c'est une sorte d'IA assez light, mais qui comprend que vous avez déjà été voir le billet d'avion, donc ils vont vous augmenter le prix, parce qu'ils savent que si vous revenez une deuxième fois, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Au même titre que derrière, ils vous suggèrent un séjour qui va être lié à la destination à laquelle vous avez regardé quand même l'endroit où vous alliez avec votre avion. Ou alors pour mesdames, quand vous regardez une paire de chaussures et que derrière dans votre boîte mail, vous avez sur le côté le bandeau de pub qui suggère les mêmes chaussures à ce moment-là avec des promotions. Donc ça, c'est de l'IA. Et l'IA, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est collecter de la data. Collecter de la data, pourquoi? Pour vos prospects, pour vos clients, pour la concurrence, etc. Et cette data, elle va servir à quelque chose. Je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet de l'IA aujourd'hui parce que ce n'est pas trop la thématique, mais c'est un sujet qui est quand même lié à la VR et à l'AR aussi, parce qu'on peut intégrer de l'IA dans la VR et dans l'AR. Là, par exemple, je pourrais faire apparaître quelqu'un assis sur le siège. Là, c'est l'exemple d'IKEA juste derrière. En fait, Voilà, IKEA, vous pouvez directement positionner vos meubles en temps réel chez vous, qui va se réadapter au niveau de la taille par rapport à la pièce, etc. C'est la capacité de comprendre l'espace automatiquement avec un téléphone qui derrière est géré par une puce, et ils vont pouvoir positionner directement un siège. Ouais, ça va faire mal. Donc voilà l'exemple, ça c'est de l'AR. Là, je vais parler plus précisément donc, du 360 par rapport à la VR. Et on a appelé, nous, cet aspect-là, l'usine et l'industrie 4.0, l'usine du futur, avec les différents usages d'une visite virtuelle. Je serais curieux de savoir qui aujourd'hui ici, sait ce que c'est et qui en utilise une dans son usine. Dans votre aspect professionnel, qui a une visite virtuelle, par exemple, de ses locaux, de son showroom, de son usine? On va bientôt l'avoir. Personne? Charles? Ok. C'est assez intéressant de voir ça parce que c'est pareil, si on travaille beaucoup dans l'hôtellerie et on pose la même question dans l'hôtellerie et vous avez 2/3 de la salle qui lève la main en disant oui, nous on utilise ça pour générer plus de réservations en direct, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir, c'est si l'hôtellerie l'utilise, pourquoi pas l'industrie, sachant que votre métier c'est la même chose, c'est générer du chiffre d'affaires et générer du chiffre d'affaires par différents biais, valoriser votre savoir-faire. On va grâce à la visite virtuelle. Donc là, on a un exemple ici, et je vais commenter en temps réel. Leroy Merlin, ça c'est le use case, il est simple. Leroy Merlin nous contacte un jour en nous disant voilà, on a acheté un appartement, on a tout cassé et tout refait uniquement avec du mobilier Leroy Merlin et des matériaux Leroy Merlin et du mobilier chez moi, qui est leur marque MOY, c'est leur nouvelle marque un peu déco. Et on aimerait montrer cette nouvelle catégorie, cette nouvelle gamme de produits aux 55 000 collaborateurs. Donc on a pensé à une visite 360.
Très simple jusque-là, donc facile. Hein, ça permet d'envoyer directement un lien et les 55 000 collaborateurs ont accès à ça sans avoir à se déplacer à Paris. Donc ça, jusque-là, classique. Et derrière, on a été plus loin dans l'expérience où on s'est dit, mais votre outil existe, pourquoi ne pas l'utiliser pour générer du chiffre d'affaires? Générer du chiffre d'affaires comment? En se disant que si le client il va pouvoir visiter ça, parce qu'à la base c'est uniquement pour de l'interne, mais on peut se dire qu'on peut l'envoyer à tous les clients et que les clients peuvent le voir sur le site de Leroy Merlin. Si je clique par exemple sur ici la crédence, pourquoi ça ne pourrait pas me renvoyer directement sur la partie e-commerce de Leroy Merlin? L'idée c'était ça en fait, c'était de dire quand on clique sur des actions, on va pouvoir acheter le mobilier, le parquet, etc. Parce qu'on est déjà projeté à l'intérieur, donc ça nous donne envie. La déco en plus c'est super sympa. Donc c'était de se dire, bon voilà, si je clique, je vais pouvoir acheter. Et on a vu, grâce à ça, on a généré énormément d'argent parce qu'on arrive nous à traquer, à savoir s'il y a derrière de l'achat ou pas. Et Leroy Merlin a déployé ça de manière un peu plus globale sur différents magasins, notamment avec l'aspect cuisine. Donc pourquoi je vais sur cet aspect-là? C'est parce que Élise va changer d'exemple et on va passer sur un exemple un peu plus lié à votre métier. Aujourd'hui, nous on travaille dans l'aspect industrie sur différents facteurs qui sont valoriser la partie usine showroom. Quand vous avez un endroit que vous faites visiter, que ce soit du B2B ou du B2C, à des clients pour montrer les produits que vous produisez. On a travaillé là récemment avec Thermor au niveau de tout ce qui est radiateur, etc., sèche-serviette. Donc l'idée c'était de montrer un showroom. Eux, leur showroom il est en salon. Donc on s'est déplacé en salon, on a shooté leur showroom en salon. Et c'est ça qu'ils utilisent au niveau commercial pour valoriser le produit final. Produit fini. Plutôt que de faire venir les gens dans l'usine, où ce n'est pas toujours simple, il y a des règles de sécurité qui sont parfois complexes et vous ne pouvez pas faire venir 50 000 personnes tous les jours. Et là, j'ai un parallèle assez intéressant qui explique aussi une partie des bouchons de ce soir. On travaille avec le tram de Nice. Quand vous voulez visiter le tunnelier et voir comment on construit un tram, c'est compliqué. Il y a 20 visites grosso modo par semaine et c'est compliqué de pouvoir y aller parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Là, c'était de mettre à disposition à tout le monde le fait de pouvoir visiter ce que ça donne. Là, c'est ce que vous pourrez faire demain. Ouvrir à tous les clients potentiels votre savoir-faire de manière showroom sur un 360. Donc là, on le voit avec Rani notamment, où le côté showroom, l'aspect showroom était valorisé et mis en place par rapport à leurs locaux, où on explique un petit peu l'histoire de Rani, etc. Mais on peut aussi mettre en avant tout le savoir-faire. Donc là, c'est l'idée, c'est d'expliquer qu'est-ce que Rani, qu'est-ce qu'ils produisent, que l'offre elle est plus large que ce qu'on peut penser voir ou connaître, parce que vous n'avez pas que les gens qui viennent à vous en vous achetant un produit, vous avez les gens que vous devez aller chercher, notamment via Internet. Et on parle là aussi de 4.0 en essayant de se dissocier et d'être différent de la concurrence. À savoir qu'aujourd'hui, surtout dans votre métier, la concurrence elle est plus juste sur l'usine qui est à côté, mais sur une concurrence internationale où en plus on a des prix et parfois des avantages fiscaux plus intéressants ailleurs, ce qui fait que les prix moyens sont moins élevés. Donc il faut aussi valoriser un savoir-faire, valoriser un Made in France. Et la question c'est de savoir aujourd'hui, et je serais curieux d'avoir plus ou moins une réponse globale, mais quels outils vous utilisez pour valoriser ça et pour aller chercher vos clients? C'est un peu le cas de tout le monde, j'imagine ici, c'est site internet, vous avez souvent des plaquettes avec vos offres, vos produits, etc. Très souvent, il y a une force commerciale qui va le véhiculer, vous faites des salons et c'est grosso modo comme ça que vous récupérez vos clients. La question, c'est de savoir comment être différent de ça parce que vous faites plus ou moins tous la même chose. Je ne parle pas du produit fini, je parle de l'aspect dont vous allez chercher le client et vous avez, à moins qu'ici, il y en ait qui soient sur une niche et qui ait zéro concurrent, auquel cas, bravo, vous avez de la chance. Mais quand il y a une concurrence, il faut à un moment se dissocier de la concurrence et pouvoir montrer son savoir-faire et son service différemment. Et il y a aussi le fait d'être... Vous avez un site internet, c'est très bien. Maintenant, comment on vous trouve sur internet, comment on arrive à être référencé correctement, ça c'est encore un autre aspect qui est complexe. Donc ça, comment ? C'est les mots-clés, oui. C'est les mots-clés, c'est plein de choses. Je ne l'ai pas dit au début dans ma présentation, mais je suis un ancien DIRCOM de chez Google. Donc c'est un aspect que je connais bien et qui me passionne. Donc si je dérive sur le SEO et le référencement, on en a pour 10 ans. Donc on va éviter. Mais voilà, c'est très compliqué aujourd'hui de sortir du lot au niveau d'un site internet et le contenu qu'on y intègre. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'automation, il y a les newsletters, il y a beaucoup de choses. Et encore, on le disait tout à l'heure, il y a les salons. Mais encore une fois, sur salon, et j'aime bien faire le parallèle de l'hôtellerie qui parle bien, quand vous êtes en salon en Chine, on avait là le CRT qui était en Chine récemment ou en Russie, et ils valorisaient la Côte d'Azur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils leur filent 25 kilos de papier en disant voilà ce qu'on fait, c'est super. Quand vous avez la délégation de Chinois qui à la fin de la journée a pris 200 kilos de papier et qui reviennent le soir chez eux, le sac ils le jettent, ils ne le regardent plus. Et comment vous faites le distinguo par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous reste en tête? C'est toujours compliqué.
Or, si à un moment on lui fait vivre une expérience au Chinois qui vient sur le stand, on lui met le casque sur la tête, on lui dit bah voilà, on vous projette sur la destination Côte d'Azur, on vous montre les séjours golfiques, on vous montre les séjours balnéaires, etc. Là, il y a un aspect qui est différent, il y a un côté coup de cœur et on va se dissocier de tous les autres concurrents qui vont avoir fait ça. On peut aussi valoriser les machines. C'est vrai qu'on le fait, nous, plutôt sur l'aspect médical et surtout sur l'aspect chirurgie esthétique, où on fait beaucoup de docteurs qui veulent valoriser les machines spécifiques qui coûtent cher par rapport à un traitement donné, par rapport à un usage donné. Ici, on a le docteur Lévy qui se présente, qui nous explique grosso modo qu'il faut lui faire confiance et qu'il peut vous refaire le nez ou les seins sans problème et qu'il n'y aura pas de souci. Et derrière, il va valoriser tout son pôle machine. Donc si on clique sur une des machines, ça va nous ouvrir directement de l'information qui nous explique ici on a de la lumière polarisée, c'est un traitement spécifique, vous pouvez le trouver qu'à Nice et vous avez la chance d'avoir ce traitement spécifique si vous venez chez moi. C'est un peu pareil dans votre métier, quand vous voulez mettre en avant, vous avez par exemple une presse, je parle de la presse sur la création de moteurs d'avion et notamment de turbines. Ils ont des presses qui sont très puissantes et l'idée c'est de valoriser ces presses-là aussi au terme de certains clients potentiels sur certains marchés, de dire voilà nous on peut en produire tant par heure, tant par jour, etc. Voilà comment ça se matérialise. Parce que sinon c'est encore une fois des plaquettes, des brochures, etc. Donc là on voit typiquement comment se passe la conception d'un réacteur d'avion. Bon, je vois mieux sur mon écran mais là il y a un peu de contre-jour. Je sais pas, je m'en rends pas compte mais… C'est un peu grand. On a aussi un aspect qui est très utilisé, très demandé en ce moment sur la partie 360 qui est l'aspect formation. C'est vrai que pour former le personnel, alors ça dépend de la taille de l'usine, c'est sûr que si vous avez 4-5 personnes, vous pouvez le faire en temps réel, mais quand on parle d'usine comme celle-ci où il y a plus de 1000 personnes sur site, enfin sur ce site-là, parce qu'il y en a 3 en France, quand il faut former les 1000 personnes à l'évacuation incendie, de telle nouvelle machine, etc., c'est très compliqué de le faire à grande échelle sans que ça coûte cher et notamment sans que ça coûte du temps. C'est ça qui est important, c'est de gagner du temps, mais ça emmerde tous les employés de se faire former parce que ça les saoule, ils vont se faire former, ils ont autre chose à faire et voilà, ça les gonfle. Donc l'idée c'est de trouver des moyens, de leur donner envie à nouveau d'être formés avec des outils où la rétention d'informations sera meilleure que la rétention d'informations s'ils sont assis sur un siège à regarder une vidéo et à s'asseoir comme ça et on dirait qu'ils passent le code parce que de toute façon, nous c'est pas quelque chose que j'invente, si vous voulez, c'est à force de discours, d'échanges avec des professionnels qu'on comprend un peu les problématiques du métier où on nous dit, bah voilà, nous c'est vrai que les salariés, les formations, ça les gonfle. On l'a fait avec Nespresso là récemment. Nespresso, c'est marrant que tu montres l'exemple en même temps. C'est une formation SCORM. SCORM, c'est un agrément de formation qu'ils utilisent. Et là, c'était de former les vendeurs au travers d'une boutique et d'expliquer qu'on n'est pas vendeur dans une boutique Nespresso, mais on est chargé de clientèle et on va surtout être conseillé. Conseillé parce que chaque vendeur a son aspect. Vous avez un nombre de carreaux de carrelage qui est défini par vendeur. On vous dit, vous n'avez pas le droit de sortir de cette zone. Tout ce qui rentre sur cette zone, c'est pour vous. Vous avez le droit d'expliquer. Et chaque zone a un rôle stratégique dans le conseil qui va être fait pour le café. Alors, quand on vous explique ce métier, vous redécouvrez complètement le café. Malheureusement, j'en bois pas, donc ça a été compliqué pour moi. Mais voilà, on vous explique, par exemple, si tu vas, voilà, là-bas, on a l'atelier des experts qui est là-bas derrière. L'atelier des experts, si tu cliques là, à droite. Voilà, juste là. L'atelier des experts, par exemple, ça nous fait découvrir tous les nouveaux cafés qui sont en avant-première chez Nespresso. Et il y a un vrai rôle en fait de suivi dans la boutique. On vous explique que le premier conseiller doit tenir tel discours pour vous emmener dans la deuxième zone où il y aura de l'achat, dans la troisième zone où vous aurez la dégustation en avant-première, quatrième zone où vous récupérez vos coordonnées. Et après, vous êtes dans la base de données et on vous renvoie régulièrement, venez, on fait une dégustation sur tel nouveau type de café, etc. Donc là, eux, ils ont vraiment, au travers de tout ça, là, on vous montre la version qu'on peut montrer, mais on a une version aussi qui est propre à eux, où il y a tout le discours commercial à l'intérieur. Qu'on imagine demain, là on parle de discours commercial et de formation commerciale, mais on peut imaginer la même chose sur, on va vous former à utiliser une fraiseuse qui demande telle manipulation, on va vous expliquer aussi et vous former sur, de manière générale, l'usine, il y a différents pôles, le produit quand il arrive il est comme ça, quand il termine il est comme ça, et très souvent dans les usines on ne sait pas ce qui se fait entre, on ne comprend pas le métier de chacun. Et le fait de comprendre le processus de fabrication entier et global, ça aide les personnes de manière générale à avoir une meilleure productivité parce qu'on sait pourquoi on travaille, ce qui parfois est compliqué. Alors on pense qu'on le fait bien et c'est parfois compliqué parce que quand on demande un petit peu au milieu aux employés, ils ne savent pas à quoi ça sert ni où ça va aller derrière. Donc ça c'est assez important donc sur cet aspect formation et on en parlait tout à l'heure sur l'aspect casque
en salon, parce que vraiment c'est la tendance. Si vous avez fait quelques salons récemment, on en voit quand même beaucoup des gens avec des casques sur les salons, etc. Et la grande question à chaque fois, et j'aime bien la poser, surtout quand on fait les présentations en français et à des Français, c'est précurseur ou suiveur. En France, on est très souvent suiveur, alors que pourtant sur cet aspect-là, on est quand même très en avance sur les États-Unis, sur l'aspect technologie. On a un pôle tech au niveau de la VR qui est hyper développé en France, et notamment à Sofia. Donc autant en profiter. C'est-à-dire que quand vous allez sur des salons internationaux, au final, vous regardez que les concurrents internationaux ne sont pas super équipés sur les salons. Donc il y a aussi un coup à jouer là-dessus, où on sait qu'on a la capacité, nous, en tant que Français, d'avoir ce savoir-faire-là, de montrer ce qu'on fait et surtout de montrer notre savoir-faire français qui est quand même relativement reconnu à l'étranger. Je vais vous donner 4 points clés qui font qu'une expérience comme celle-ci, elle fonctionne, parce que c'est assez important. Et ça se réfléchit et ça marche non pas que pour le 360 ou pour la VR, mais ça peut marcher aussi pour votre site internet ou votre stratégie réseaux sociaux. La base, c'est le storytelling initial. Vous avez un métier qui, de l'extérieur, n'est pas forcément simple à comprendre. Donc déjà, de le simplifier au maximum, sauf quand on est vraiment dans de la pièce et de l'usinage très spécifique où vos clients sont hyper identifiés, vous êtes sur une niche et ils savent exactement ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent chez vous. Mais de savoir expliquer et de raconter une histoire autour du produit que vous vendez. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que chaque contenu, chaque fois qu'on a accompagné un client, il y avait de base une histoire sur leur produit qu'il faut retranscrire le mieux possible et le plus simplement possible. Derrière, il y aura tout un aspect qui, comme sur un site internet, est très important, c'est le positionnement de tous ces boutons. Alors parfois, on se dit, et je vais vous donner un exemple, quand vous réservez sur votre nuit d'hôtel, sur booking.com en général, tout ce que vous voyez, le bouton de réservation, il n'est pas placé par hasard et parfois, si vous le changez de 3 pixels vers le bas, les réservations peuvent chuter de 50%. Simplement parce qu'ils ont analysé, et là on reparle d'intelligence artificielle, ils ont analysé la capacité des yeux des humains de se déplacer. Avant on parlait de la lecture en Z sur du print, c'était le classique, donc on faisait ça avec nos yeux, donc on savait que l'information pertinente elle était là, et elle passait par là. Or aujourd'hui ça a changé, parce que avec ça, l'avènement du téléphone, déjà vous consommez comme ça. Et plus comme ça, ou plus en faisant ça, vous slidez vers le bas. Donc on a une consommation qui a complètement changé. Donc sur vos sites internet, la façon dont sont positionnés tous vos boutons, ou la façon dont nous on les positionne sur des aspects VR comme celui-là, sont hyper importants. Le bouton réservation, s'il est en orange, il génère 25 fois plus de clics que s'il est en bleu. S'il est en bleu, il va rassurer. Ce sont tous des aspects qu'on appelle l'UX/UI, mais le terme n'est pas important, qui sont hyper importants dans la conversion du prospect. C'est-à-dire que vous aujourd'hui, alors à moins que je me trompe encore une fois, parce que je ne connais pas trop bien le panel, je ne connais pas vos métiers en détail, mais il est très rare que les gens dans votre métier, j'imagine, puissent acheter en e-commerce ce que vous vendez. Ça doit passer, j'imagine, par des devis ou par des fois de la création sur mesure. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous cherchez d'un site internet? C'est un prospect qui vient de vous laisser ses coordonnées en vous disant voilà, j'ai besoin d'un devis. Et là, c'est là qu'on appelle une vente pour vous, c'est quand vous avez les coordonnées d'une personne qui vous dit je veux acheter, j'ai besoin de ça ou j'ai tel besoin, faites-moi un devis. Donc là, l'idée, chaque bouton doit emmener vers faites-moi faire un devis. Et notamment pour certains clients, alors après je te laisserai un peu expliquer par rapport aux personnes que tu as accompagnées là-dessus, mais d'expliquer pourquoi et le cas concret sur comment ça peut faire générer aussi de la demande de devis par rapport à certains produits. Donc ça, c'était le point numéro 2. Le numéro 3, et ça c'est la tendance aussi en ce moment, c'est tout ce qui est mots-clés, vous en parliez tout à l'heure, ce qu'on appelle le wording de manière générale. Expliquer un métier compliqué, etc., où il y a de la concurrence, encore une fois, c'est complexe. Quel mot on va utiliser? Pourquoi on met ce mot-ci plutôt qu'un autre? Pourquoi on le répète plutôt 3 fois plutôt que 4 fois? Pourquoi on se positionne sur 10 mots-clés plutôt que sur 4 mots-clés? Ça, c'est hyper important et ça fait partie des facteurs du top 5 du référencement d'un site internet. Donc ça, c'est hyper important. Et tout le contenu que vous allez y intégrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de rajouter, de faire un blog avec des news et des machins et des bidules. Alors, c'est des machins et des bidules, mais en même temps, c'est hyper important. C'est ça qui fait que votre site il sort numéro 1 quand on va taper certains mots-clés. Quels mots-clés tapent nos clients pour nous trouver, nous? Et au début, on s'est tous dit, bon, bah classique, VR, visite virtuelle, etc. Et ça ne marchait pas vraiment. Et on s'est dit, on va faire un audit et on va essayer de comprendre ce qui a été tapé pour nous trouver. Et c'est le premier réflexe. Quand on nous appelle en direct, c'est comment vous nous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez tapé sur Internet. Il se trouve que le mot qui revient le plus, c'est prix. En fait, c'est tous les mots-clés que je vous ai cités au début, adjoint à prix. Donc visite virtuelle, prix. Parce que les gens, quand ils vont nous chercher sur Internet, ils veulent avoir une idée de prix avant d'aller plus loin et de pousser la porte. Donc c'est assez intéressant parce que si tu tapes juste visite virtuelle, on est noyé parmi 1 milliard de personnes
qui font plus ou moins de la visite virtuelle, parce que vous avez en numéro 1, quand vous tapez ça, c'est la visite du Louvre, parce que le Louvre étant très référencé. Mais si vous tapez visite virtuelle prix, c'est différent. Ou Sofia, mais là vous parlez dans la localisation, donc c'est déjà, on rentre déjà dans l'entonnoir assez bas. Mais c'est là qu'il y a un vrai travail aussi qui est à faire, et c'est vrai que nous on va loin là-dedans. Là, elle va vous montrer un aspect qui est assez intéressant, c'est que cette chambre, telle que vous la voyez, il faut le savoir, ça c'est que de la 3D. Donc on rentre déjà dans un détail de 3D aujourd'hui avec les moyens, les ordinateurs et la capacité qu'on a à créer de la 3D qui est quand même relativement bluffante. Pourquoi c'est important ? Parce que si l'un d'entre vous a déjà été dans le cas de « je veux acheter sur plan une maison », par exemple, mais c'est pareil dans votre métier, si vous avez de la 3D qui est pas très représentative, vous avez du mal à vous projeter. Le problème de ça, c'est qu'on a tellement l'habitude de voir de la 3D à la télévision qui est super bien faite, et le super exemple, c'est le burger de chez McDo que vous voyez qui est magnifique. Il est tellement bien fait, mais c'est que de la 3D. Alors on croirait que c'est des photos, et on se dit, punaise, il n'arrive pas pareil quand j'ouvre ma boîte, mais en fait, c'est que de la 3D. Et ces 3D-là, bon, c'est un travail de titan, et le fait d'avoir une 3D qui est très représentative du réel, c'est ce qui va nous donner aussi l'envie d'aller plus loin. Et parfois, on se dit, bon, c'est un détail, c'est pas grave, ça, on va économiser des budgets là-dessus, alors qu'en fait, c'est hyper important. Et là, derrière, on peut intégrer du configurateur. Par exemple, ici, voilà, on va changer les appliques murales. C'est aussi important, quand vous vendez un produit sur mesure, de pouvoir imaginer ce que va donner le produit chez soi, tout en changeant les couleurs, etc. Et parfois, la couleur, dans le process de décision, c'est 80%. Donc si vous n'avez pas la capacité, et les gens n'ont pas forcément tous cette capacité de se projeter. Donc si je me dis, bon, le radiateur, moi je le veux violet, je le vois blanc, il faut que je réfléchisse. Alors que si je peux le passer en violet sur le site, ça se trouve, je vais pouvoir commander directement. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et le dernier, ça nous lead sur le référencement global du site internet, de la visite, etc. Et ça passe par de manière générale le contenu qui est intégré, que ce soit des vidéos, que ce soit des visites, que ce soit de la VR, que ce soit du wording avec des news, etc. C'est l'aspect principal. C'est hyper important. C'est juste le mode de Pierre, parce que je trouve qu'au niveau de l'intégration, c'est pour se donner une idée de ce que ça peut donner. Donc en fait, sur un site d'hôtel comme le Malpierre, en fait, les photos fixes des chambres n'existent plus. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est d'intégrer directement la photo 360 de la chambre. Pour quelle raison? Alors, encore une fois, j'aime bien faire le parallèle de l'hôtellerie. Après, on rentrera plus dans le détail de votre métier, je pense, sur les questions. Mais ça représente bien et c'est assez simple à comprendre. Quand vous réservez une chambre, parfois, vous avez standard 18 mètres carrés, de luxe 23 mètres carrés, 150 € d'écart sur une nuit. Vous vous dites, j'y vais pour 5 jours, ça va faire quand même beaucoup d'écart pour gagner 5 mètres carrés. Or, quand vous voyez ça au niveau des volumes, etc., ça n'a rien à voir. Et c'est pareil quand vous vendez, je prends Thermor avec les radiateurs ou autres, sur le papier, des fois, il y a 4 cm d'écart, le design se ressemble. Or, si vous le voyez en situation, par rapport à la peinture qui est appliquée dessus, etc., le savoir-faire qui est émis, ce n'est pas du tout le même produit. Alors que c'est la même personne qui vend deux produits différents. Et vous dites, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer sur ce qu'on appelle de l'upselling et sur le produit un peu plus cher mais plus haut de gamme? Et là, vous voyez la différence. On a noté, nous, grâce à ça, qu'on a au moins un client sur 4 qui du coup passe sur une catégorie de chambre supérieure du fait d'avoir pu comparer deux chambres alors que sur le papier, il n'avait pas l'habitude de passer sur une catégorie supérieure. Et ça, Accor l'a relativement bien compris, ça fait des années. Alors pas forcément en utilisant la VR, mais en vous poussant à chaque fois en disant pour 13 € de plus, vous avez une catégorie supérieure, vous êtes mieux placé, vous avez une meilleure vue. Et c'est pareil dans vos produits, si vous pouvez pousser sur de la commande supplémentaire, sur du produit plus haut de gamme, sur autre chose, c'est hyper important. Donc c'est vrai que là, c'est hyper bien intégré. J'avais noté aussi quelques enjeux du moment qui sont assez importants. Donc, on avait dit tout à l'heure valoriser le Made in France, former le personnel parce que ça reste dans les enjeux actuels. Et encore aujourd'hui, on a conversé avec Nestlé sur un site qu'ils ont à Pontarlier où ils nous expliquaient qu'ils avaient besoin de former le personnel sur le pays, sur les plans d'évacuation incendie, etc. qui sont les vrais enjeux du moment. Et on a même évacuation, terroriste, etc. Donc comment on fonctionne, comment recréer une situation de stress similaire à la réalité sans pour autant les mettre et mettre branle-bas de combat dans l'usine, ça veut dire un jour ou 2 jours d'arrêt de l'usine, donc c'est pas possible. Voilà, c'est assez compliqué. Ça, c'est un exemple qu'on a fait nous pour le site Valodea, qui est un site de traitement de déchets. Donc c'est une usine où ils traitent des déchets, c'est public. Et l'idée, c'était, là on n'a pas le son, mais il nous explique, voilà, vous allez rentrer dans un plan d'évacuation incendie, vous allez devoir suivre les consignes de la personne ici qui va vous expliquer comment sortir de l'usine. Et l'idée, c'est que grâce à ce support, ils mémorisent le chemin qu'ils doivent emprunter lors d'un plan d'évacuation incendie.
Il faut savoir que ça, bon là on vous le montre sur un écran, donc c'est faisable sur un écran, sur une tablette, sur un téléphone, mais c'est aussi faisable dans un casque. Dans un casque, c'est faisable et ça a un intérêt. Pourquoi? Parce que si elle attend et qu'elle ne clique pas vers le bon chemin, on a le téléphone qui se met à vibrer, donc le casque se met à vibrer avec un décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc l'idée, c'est vraiment de les mettre dans une situation de stress, de se dire attention, là normalement vous auriez de la fumée, on a le son de l'alerte incendie, etc. Donc on veut recréer ce sentiment de stress pour que vous soyez dans les mêmes conditions. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on arrive à capter et à savoir exactement combien de temps ils ont mis pour réaliser chaque pièce et sortir de chaque pièce. Là, on a fait un exemple facile, volontairement, il suffit de se tourner, on a des grosses flèches vertes. Mais l'idée, ça c'est le niveau 1, c'est quand vous êtes débutant, vous ne connaissez pas trop l'usine, on veut vraiment vous faire découvrir et vous dire c'est par là que je dois sortir. Après, on peut aller numéro 2, on enlève les flèches vertes et numéro 3, vous avez 4 flèches différentes qui sont proposées, vous devez choisir la bonne flèche. Et l'idée, c'est de les faire monter en compétence là-dessus. Sachant que ça, ils peuvent le faire, ça peut être le temps d'1 heure de formation spécifiquement, plutôt que de dire vous bloquez une demi-journée, ou alors c'est le plan évacuation où ça sonne et tout le monde doit sortir et c'est récréation, et puis après le temps qu'ils se remettent dans le travail, vous perdez une demi-journée de plus de productivité, c'est compliqué. Donc nous on a vraiment cet aspect et cette vocation à dire qu'il faut que ça augmente la productivité et que derrière ça augmente le taux de rétention d'informations pour le salarié. Parce que le salarié, qu'est-ce qu'il veut? Lui derrière, c'est être sain et sauf s'il y a un problème. Qu'on lui montre qu'on a les outils pour ça. Et on peut aussi faire du coup plus de formation que si vous faisiez une simulation en temps réel. Parce qu'on peut en faire que 1, 2, 3 peut-être dans l'année, parce que c'est assez compliqué, c'est l'organisation. Et là, on peut dire, on refait une piqûre de rappel, on vous remet ça pendant 1 heure et on va intégrer cet aspect-là. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on a noté en statistique le taux d'engagement d'information sur une formation, par exemple pour l'incendie, typiquement comme je suis en train de le faire, je vous présente, je vous explique comment il faut sortir d'une usine lors d'un incendie, c'est 10% en moyenne, quand vous avez des gens qui sont dans une salle et qui écoutent ça. Alors que quand vous les mettez dans un casque, étant donné qu'ils sont immergés dans l'information, qu'ils sont obligés d'aller jusqu'au bout et qu'ils prennent ça comme un jeu, l'idée c'est de gamifier au maximum. Qu'ils se disent, et vous le disiez tout à l'heure à juste titre, vous avez ça chez vous, c'est marrant, vous mettez les vidéos, enfin vous avez cet aspect, c'est ludique. Et ce n'est pas ni un gadget, ni je fais une formation et ça va me gonfler. Et donc le taux d'information, de rétention d'information là-dessus, il est de 75%. Ce qui fait qu'on multiplie quand même par 7,5 les statistiques. Et ça, c'est des statistiques que vous pourrez retrouver derrière sur Internet sans problème, parce qu'elles sont expliquées de différents aspects qui ont été mis en place par différentes sociétés et différentes structures. Donc c'est assez intéressant de voir que la rétention d'information là-dessus, elle est bien plus élevée. Et aussi, dernier point, parce qu'on va mettre la personne au cœur de l'action et c'est lui qui va devoir faire ses choix. On va l'impliquer dans les décisions. Je vais vous donner un exemple assez drôle là-dessus. Pour Novartis, société pharmaceutique, produit des médicaments, on a récemment été sollicité pour le déménagement. Alors, c'est assez drôle, ils veulent faire des 360 de partout pour un déménagement, pour prévoir le déménagement de sites des employés qui sont là depuis 20-25 ans, qui ont peur du changement, d'avoir un gros open space, plus personne n'a de bureau et c'est tout, rien n'est attribué. Donc l'idée c'était de les former dans la transformation de la structure qui allait passer sur un autre site. Ils nous ont demandé d'intégrer à l'intérieur des choix sur chacun des points de vue où on pouvait sélectionner, au lieu d'avoir les appliques murales, on pouvait sélectionner la couleur du bureau. Eux, ça fait 2 ans qu'ils ont décidé les bureaux qu'ils voulaient, mais ils se sont dit si on met ça, et qu'à la fin, les gens peuvent participer, ils vont avoir l'impression que le choix qu'ils ont fait va avoir un impact dans la balance qui va être pesée par la société. Ce qui est assez judicieux et intéressant, c'est-à-dire que les employés comme ça se sont intégrés dans le choix, même si la décision finale n'est pas celle qu'ils ont retenue, ils se sont dit moi c'est pas grave, j'ai voté donc ça a servi à quelque chose. C'est assez intéressant parce que derrière on a les employés qui sont relativement satisfaits de ça parce qu'ils se sont dit moi j'ai pris part à la décision, même si c'est pas la bonne au moins j'aurais donné mon avis. Et ils savent plus ou moins un des 4 choix qui va être retenu en avance. Donc ça a été utilisé dans ce sens-là, vraiment d'impliquer les salariés de la société. Et on aime bien faire des statistiques en fidélisation par rapport à ça, que ce soit sur l'aspect client ou sur l'aspect employé, quand on fait de la formation ou qu'on fait de l'interne. Si vous utilisez une vidéo pour montrer encore une fois une formation ou à vos clients, je vais vous montrer une vidéo de nos services, on est sur 67% de fidélisation contre de la VR où on approche les 100%. Parce que c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas une stat qui va rester comme ça, on le sait, parce qu'on est vraiment dans l'air de ce qui se fait à ce moment-là, mais c'est le moment en fait aujourd'hui de prendre ce parti pris-là. Donc là, comme je le disais aussi, il y a l'aspect SCORM, donc on peut rentrer dans des normes spécifiques de formation qui permettent d'avoir un diplôme ou de monter en compétences. SCORM en est une, on le fait avec une école aussi en Suisse, c'est une école avec SCORM.
qui nous demande justement de dire voilà, si ça passe en module SCORM, à chaque fois qu'un étudiant peut le faire, il aura une note qui va être attribuée à la fin en fonction d'un nombre de points, il a son agrément SCORM. On sait rentrer aussi dans des agréments comme ça s'il y en a dans votre métier particulier.